J'ai un moment de doute. Quand même, ça aurait pas dû être pété. Hello tout le monde, merci d'être venu. Merci d'être venu ce soir pour ce lundi.dev express. Qui est en gros un lundi.dev beaucoup plus court, mais c'est pas grave, on teste des trucs. L'idée c'est que je vous accueille dans cette début de soirée pour discuter un peu de quelques éléments techniques. Ça sera beaucoup plus court que les fois d'avant, puisqu'on est vraiment sur littéralement 1 heure. Donc d'ailleurs je vais juste repasser. C'est parti. Et ça dure à peine 1 heure. 1 heure, donc venez vite. Voilà. L'idée c'est que je ne suis plus disponible le lundi après-midi, mais c'est pas grave. Il est possible que je me rende à nouveau un petit peu disponible les après-midi, peut-être plus tôt, je sais pas comment on va faire, etc. Mais en attendant, pour les prochaines semaines, ça sera plutôt le soir. Et il se trouve que ce soir, je suis pas dans une capacité de pouvoir streamer pendant trop longtemps. Donc je me suis dit, on va tester un format très raccourci, d'1 heure. Parce qu'après tout, c'est pas la durée qui compte. Le plus important, c'est qu'on ait l'occasion d'échanger, de discuter ensemble, et que globalement vous puissiez réagir à l'actualité comme ce qu'on avait prévu. Et je vous demande d'abord à vous, dans le chat, comment ça va. N'hésitez pas à poster quelques messages pour prouver que vous êtes bien là. Et notamment pour savoir si vous avez passé un bon week-end. Est-ce que, comme moi, vous avez participé au dépouillement ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de voter ? Parce que vous n'êtes pas tous en France ou en capacité de voter pour les municipales. Mais j'avoue que je suis curieux. On n'a pas trop parlé d'ailleurs de politique. Bon, ça, évidemment, il n'y a pas de problème pour en parler, mais de politique du numérique, on évoque pas mal le sujet souvent quand on fait ces chats-là, mais ces discussions dans le chat. Mais ouais, j'avoue, pour moi, c'est pas du tout un tabou de parler de politique. Et en vrai, je sais pas si je l'ai mis, dans mes notes, mais il y a un truc assez intéressant qui s'est passé au niveau européen qui peut être intéressant à discuter aussi. Un peu en référence à ce dont on a eu l'occasion de parler plein de fois également durant les streams. Et également coucou à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. J'ai vu que Zoléa, c'était la première fois que tu parlais dans le chat. C'est chouette de te voir par ici. Et de manière générale, vous êtes tous les bienvenus, vous le savez. Je peux paraître un peu perturbé. Je vous avoue que je gère plein de trucs en même temps. Mais l'idée c'est que on passe du temps correctement. Est-ce que la balance avec la musique est correcte ? C'est-à-dire que la musique n'est pas trop forte. Parce que souvent la question, j'avais écouté dans la VOD de la dernière fois, le son était un peu trop fort. Et c'est un peu compliqué pour moi de le régler. Donc normalement à moins 10 dB il est bien. Mais globalement c'est pas mal. Hop. Pour les élections, on n'avait pas fait de procuration. Pas de suspense, j'avoue. J'avoue, ça donne pas forcément à fond envie. Tac. Je vais faire une toute petite modif. Vous avez peut-être remarqué pour ceux qui ont l'œil que la couleur de mon overlay n'est pas la bonne. Parce que normalement je la mets à jour à la main, j'ai toujours pas fait ce qu'il faut pour que ce soit automatique. Et donc normalement, là si je fais actualiser, attention, hop, yeah, il est vert. Ah, du coup on a perdu le message de Gouldo, mais je vais pouvoir vous le lire. Alors comment je vais ? Je t'ai éjecté des listes électorales hier. Oh waouh. Oh waouh. Ok. Oh là là, mon pauvre. Pauvre Gouldo. Oh, pas de bol, hein. Écoute, c'est une nouvelle semaine qui s'annonce. Plein d'occasions de faire différemment, c'est ça qu'il veut se dire, faut se relancer. J'attends encore un peu qu'il y ait quelques personnes, comme toujours j'attends une dizaine de minutes avant de démarrer, mais pour celles et ceux qui ont remarqué, je leur dirai à la fin, effectivement Enfin non, vous n'avez pas pu le remarquer parce que je ne l'ai pas encore indiqué, c'est sur le carton de fin. Le prochain stream sera dans 1 mois. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de stream dans 2 semaines. Et j'ai une bonne excuse. Bon, pas besoin d'excuse, hein, je ne vous dois rien. Mais j'ai quand même une bonne excuse. J'ai pas pu faire le stream il y a 2 semaines parce que j'ai démarré un nouveau
travaille avec un nouveau client, avec qui ça se passe super bien. Mais bon, j'avais pas envie de couper le début d'une mission pour vous. Désolé, je vous aime beaucoup, mais pas au point de couper une collaboration au milieu. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Après tout, il y a toujours les newsletters. Hein, je vous invite toujours à vous abonner à la newsletter de lundi.dev. Mais, donc aujourd'hui, je le fais le soir. Mais dans 2 semaines, ça n'a rien à voir avec ça. Dans 2 semaines... Ah bah tiens, c'est l'occasion d'ouvrir Firefox et le Firefox de Stream d'ailleurs, parce que je suis même pas sûr qu'il soit bien ouvert. Ouais, non, évidemment. Il est pas la bonne couleur en plus, bon, c'est pas grave. À un moment, je vais réussir. Hop, on aura un petit mismatch de couleurs, les amis, je pense que vous allez vous y faire. Je vous en avais un peu parlé, mais là, je suis dedans. C'est officiel. C'est officiel, les amis. Ça, pour être officiel, c'est officiel, hein, parce que ça fait 3 fois que j'ai dit que c'est officiel. Mode studio. Faut que j'aille changer le contenu. Firefox Streaming. Capture de fenêtre, faut choper la bonne fenêtre, les amis. Ah, parce que apparemment, je n'arrive pas à le faire automatiquement. Voilà. Hop. Et on va remettre Flood. Tac, voilà. Donc, si je fais ça, voilà, et ensuite je fais ça. Dans une semaine, où c'est que je suis? Je suis à Vancouver. Dans 2 semaines, pardon. Je serai au Canada. Au Canada. Je crois que je l'avais raconté à un moment, en tout cas je l'avais écrit dans la newsletter. Voilà, j'avais répondu à un appel à participation et ils ont retenu ma participation et donc je vais aller à Vancouver dans 2 semaines pour raconter comment... Ouais, Zoleas, ça s'y proche potentiellement parce que c'est de l'autre côté du Canada, là où est Zoleas. Et en plus je passe par Toronto, pas par Montréal, donc je peux même pas faire un petit détour. Je vais aller à l'Atmosphère Conf pour raconter aux gens. Merci beaucoup David. J'ai écrit dans j'avais fait les deux, j'avais fait et écrit dans la newsletter et dit dans live, mais bon, j'en profite pour en rappeler. Ce sera streamé en plus en direct, donc vous pourrez la regarder. Alors je sais pas à quelle heure. Est-ce que le planning a été fait? Ah, peut-être, parce que là, je vois comment ça. Il y a les workshops qui sont déjà là, mais en gros, j'ai une conf qui est prévue. Voilà, c'est là, mais il n'y a pas encore le timing, voilà. Donc vous voyez, ça c'est ma présentation, et je suis assez fier. En plus j'ai de la chance, elle est présentée vraiment... elle est 4ème sur la liste, donc c'est assez cool. C'est très très cool, ils ont... Salut LSN, yo, je suis très content de te lire. Très cool de te voir par ici. Ça fait longtemps. Donc ouais, très cool de pouvoir faire cette présentation à Vancouver sur place, ça va être trop chouette. Mais donc du coup, ça veut dire que le lundi, je serai encore dans l'avion ou pas, parce que c'est pas clair, parce que les décalages horaires. Donc, je sais pas. Je serai sans doute dans l'avion, je crois. Et donc, bah ouais, du coup, je pourrais pas streamer depuis l'avion. Ça ne se fait pas et ça ne marchera pas. Même s'il y a du wifi, ça sera pas suffisant pour faire un stream. Donc, il n'y aura pas de stream dans 2 semaines. Ce qui fait que le prochain stream sera dans 1 mois. Voilà. Je verrai pour l'occasion si je peux me libérer l'après-midi, c'est pas dit. Mais sinon, ce sera le soir. En vrai, j'aime bien le truc du soir, c'est juste que, idéalement, j'aimerais arriver un peu plus tôt même. J'aimerais arriver à 18h30, pour qu'on ait 1h30. Mais là, j'avais pas prévu ce qu'il faut pour, donc on commence à 19h tranquillement. C'est vraiment... Ça va vraiment être chouette. Les gens ont l'air vraiment cool. J'ai la chance d'y aller pour les 4 jours en plus, donc je vais être là aussi pour les workshops. J'avoue que j'ai rien prévu, mais ça va être très très cool. Et ouais, non, je vais pas essayer cette vidéo, mais effectivement, ça pourrait être rigolo. Mais ouais, donc non, ça va être sympa, et j'ai hâte de pouvoir voir directement. Ah, c'est marrant, les thèmes qu'ils ont mis, ouais, il y a plein de thèmes différents de couleurs pour leur site. Donc voilà, donc non, c'est organisé par des gens qui ont l'air très chouettes, avec évidemment un sponsoring de Blue Sky pour que la chose se fasse, mais c'est fait par vraiment la communauté pour le coup, et ce sera l'occasion de parler un peu avec des gens de l'AD Protocol, qui est, comme vous le savez, un protocole que j'apprécie bien. Non pas que ActivityPub soit pas cool, hein, mais j'apprécie aussi la démarche des gens derrière ActivityPub, derrière AD Protocol, donc ça va être chouette.
Effectivement, un APT upgrade dans un avion, c'est courageux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça chez vous. Les amis, on va pas trop tarder. On va commencer relativement vite parce que j'ai récolté quand même quelques liens, sachant que ces liens-là réapparaîtront un peu, je pense, dans l'annusateur pour ceux qui ne peuvent pas rester tout du long. Mais j'ai 2-3 trucs dont j'aimerais vous parler, et notamment un truc important qui fait le titre de ce stream, puisque j'ai envie de vous parler de ce blog post que vous avez peut-être vu passer concernant Temporal. Et rappelez ce que c'est que Temporal, on va regarder ce que c'est que Temporal, etc. Est-ce que la musique est toujours pas trop forte, hein, vous me dites vous me dites, hein, je vous fais confiance, parce que moi je la change un peu chez moi, mais... L'idée c'est que vous devez bien m'entendre et que la musique doit juste être un peu en fond. Je vais un peu la baisser quand même. Hop. À moins 13 dB. Non, c'est bon. Ok. Comme vous le savez, dans lundi.dev, on parle de plein de trucs. On parle de lundi et de dev. Non, on parle et de tech et de dev. Et pour une fois, on va parler un peu de dev. Développement, on va parler de JS, parce que JavaScript ou TypeScript, on en manipule quand même beaucoup. Et sur un portable, on l'entend pas, je pense, pas très grave. L'idée, c'est que vous puissiez m'entendre sans problème. C'est vraiment un accompagnement. Je remonte un tout petit peu. Hop, voilà. Hop, voilà, moins 12. En gros, ce qui est assez intéressant avec cet article, que je vais m'empresser de faire traduire avec Translate, comme on le sait, on traduit toujours par Translate parce que c'est plus sympa quand on discute en live. Ça m'évite de devoir faire la traduction en direct dans ma tête. Ce qui n'est pas forcément évident de faire l'interprétation en direct. En gros, ça aurait été dommage de ne pas parler de JS durant un Dev Express, bien joué. Un 10.dev Express. En gros, l'idée c'est de parler de Temporal qui est tout un effort pour améliorer drastiquement. Ma capture elle marche plus. Ma capture est. Ça c'est bizarre ça. Ma capture est buggée. Bah. Alors ça c'est inédit. On n'avait jamais eu ça, dis donc. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ma capture qui se met pas à jour. Allô? Attendez. Bonjour. Oui, voilà. Mieux, peut-être. Ouais, ça remarche. Bizarre. Délire de capturière. Toi aussi t'as mis OBS à jour. Ouais, j'ai mis à jour OBS, donc c'est peut-être ça le problème. Je suis le mec qui met à jour OBS 10 minutes avant le live en me disant mais non, ça devrait marcher. Courageux. En gros, qu'est-ce que c'est que Temporal? Alors pour parler de Temporal, il va falloir qu'on parle des dates. Avez-vous déjà utilisé cette merde, l'API date de JavaScript? On rappelle JavaScript, un langage qui est dans tous vos navigateurs, qui est un peu la rock de base qu'on utilise pour l'interactivité, l'élément de base qu'on utilise pour la réactivité. On va passer en anglais parce que la version française n'est pas forcément à jour. L'API date, c'est un enfer de JavaScript parce qu'elle a été créée en 10 minutes de manière dégueulasse. Il va en parler de toute façon dans le blog post. Et avec des problèmes énormes. Tiens, je vais faire un petit sondage. Pourquoi je dis ça alors que j'ai pas le truc sous la main? Hop, détacher les actions rapides. Bonjour. On va faire un petit sondage. Nouveau sondage. Avez-vous souffert de l'API date de JavaScript? JavaScript. Oui. Quelle plaît? Non. La chance. Non. Vous avez 2 minutes. Paf. Allez, il y a 6. Non mais c'est le but, hein, c'est le but globalement. Salut Anwin. Avez-vous souffert de l'API date? N'hésitez pas à voter. Donc cet enfer là. Ouais, JSDate. Ouais, je crois qu'il y a un délire, hein, ça me dit quelque chose. Oui, voilà, il y a un quiz de savoir qu'est-ce qui a du sens ou pas. C'est n'importe quoi, genre ça, c'est géré. On va pas le faire là parce que mon temps est limité, mais vraiment, je vous assure, si vous pouvez voir jsdate.wtf, what the fuck, vous verrez à quel point ça n'a pas de sens. Donc Date a plein de problèmes. Et donc des gens ont fait
une alternative qui s'appelle Temporal. Le blog post est plutôt bien, donc on va le lire ensemble et vous allez voir que ça va parler un peu de tout ça, de toute la démarche et pourquoi. Et oui, c'est le blog de Bloomberg, oui, le fameux Bloomberg de la chaîne Bloomberg, du terminal Bloomberg, parce qu'en fait, ils ont toute une équipe qui contribue à JavaScript, le langage et les moteurs. Et il va très bien expliquer pourquoi. Donc je vous propose qu'on se lance là-dessus. Bienvenue sur notre blog, je suis Jason Williams, donc c'est évidemment la personne que je lis, ingénieur logiciel senior au sein de l'équipe infrastructure JavaScript et expérience terminale de Bloomberg. Aujourd'hui, le terminal Bloomberg utilise beaucoup de JavaScript. Notre équipe fournit un environnement JavaScript aux ingénieurs de toute l'entreprise. Bloomberg n'est peut-être pas la première entreprise à laquelle on pense quand on parle de JavaScript. Ce n'était certainement pas mon cas en 2018 avant d'y travailler. À l'époque, j'assistais à la première réunion TC39, donc ils vont le dire, TC39 à Londres, où j'ai rencontré des ingénieurs de Bloomberg qui discutaient de Realms, de WebAssembly, de champs de classe et autres sujets. L'entreprise est désormais impliquée dans la normalisation de JavaScript depuis de nombreuses années, notamment en partenariat avec Igalia, qui sont les fameux gentils mercenaires dont on avait parlé il y a un stream ou deux. Parmi les propositions auxquelles nous avons contribué, il y a donc les Euro Functions, Async Await, Begint, les fameuses champs de classe, les promises, enfin différents éléments de promise, etc. Ah bah voilà, les 6 qui ont voté ont dit oui, c'est une plaie, donc moi c'est rassurant. La première proposition avec laquelle j'ai travaillé était Promise All Settled, voilà. Et donc, une fois que celle-ci était terminée, j'ai décidé de contribuer à une proposition portant sur les dates et les heures, appelée Temporal. Là, il va parler d'un truc intéressant. Comment en fait JavaScript se crée et évolue. JavaScript est unique en ce sens qu'il s'exécute dans tous les navigateurs. Il n'y a pas de propriétaire unique de JavaScript. On ne peut pas simplement apporter une modification de manière isolée et s'attendre à ce qu'elle s'applique partout. Certains diront que Chrome essaye, mais bon. L'adhésion de toutes les parties prenantes est nécessaire. L'évolution est gérée par le TC39, le comité technique 39, responsable d'ECMAScript. C'est ces gens-là. Les propositions passent par une série d'étapes de maturité. Donc c'est les stages, si vous avez déjà vu quand vous bidouillez des options de config de JavaScript. Donc c'est l'étape 0, c'est juste l'idée. L'étape 1, c'est on accepte le scope du problème, enfin les éléments du problème. Donc il y a un problème, il faudrait qu'on le résolve, mais il y a un problème. 2, conception préliminaire choisie, mais les travaux se poursuivent, donc on voit à peu près vers où on va, mais on ne sait pas exactement. 2.7, parce qu'il y a ces 2.1, 2.7, c'est bon, on a compris à peu près, on a conçu ce qu'on aimerait, et là on teste un peu, l'exploration est bien faite et on teste. Et salut Dadio. Et on essaye de voir les retours d'infos, on demande beaucoup plus d'informations. Souvent à partir de ce moment-là, c'est déjà au moins dans un ou deux navigateurs. Et c'est dans l'étape 3 que vraiment on met dans les navigateurs, on fait les différents... On teste vraiment en situation réelle. Et l'étape 4, c'est que c'est standardisé, c'est que c'est fait. Et donc c'est intégré dans JavaScript, le JavaScript de telle année. En 2018, lorsque j'ai découvert Temporal, le projet en était à sa première phase de développement. Le comité TC39 était convaincu par la réalité du problème. Il s'agirait d'une proposition radicale visant à intégrer une toute nouvelle bibliothèque de gestion des dates et des heures à JavaScript. Donc c'est un remplaçant pour Date qui fournit différents types de dates et heures au lieu d'une seule API qui est censée tout faire, parce que c'est pas possible. Des éléments immutables, c'est-à-dire que une date, si tu la modifies, ça crée toujours une nouvelle date. Et la prise en compte des fuseaux horaires et des différents calendriers qui existent dans le monde comme des choses de premier ordre. C'est pas un truc pensé après, c'est vraiment intégré dans les API. Mais comment nous sommes arrivés là? Pourquoi Date était-il une telle merde? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. En 1995, l'homophobe Brendan H. A eu pour mission... Ça c'est moi qui l'ai rajouté l'homophobe, mais faut pas l'oublier. A eu pour mission de créer Mocha, qui deviendra plus tard JavaScript, en 10 jours seulement. Sous une pression temporelle intense, donc il avait vraiment pas beaucoup de temps, de nombreuses décisions de conception ont été pragmatiques. L'une d'elles a consisté à porter directement l'implémentation de la classe Date de Java. Comme Brendan l'a expliqué plus tard, il s'agissait d'un portage direct par Ken Smith, le seul code dans Mocha que je n'ai pas écrit, du code de la classe Date de Java, en le portant donc vers C.
À l'époque, cela paraissait logique. Java était en plein essor, c'était vraiment la mode, hein, c'est pour ça que ça s'appelle JavaScript d'ailleurs. Hein. Et JavaScript était perçu comme son pendant plus léger. En interne, cette philosophie était même désignée par l'acronyme MILLG, Make It Look Like Java, faisant une version simplifiée de Java. Brennan a également fait remarquer que modifier l'API aurait été politiquement difficile. Modifier cela alors que tout le monde s'attendait à ce que Java soit le langage grand frère aurait engendré de la confusion et des bugs. Sun, qui faisait Java, s'y aurait opposé, puisque du coup ça portait comme le nom de Sun. Oui, on est censé voir quand je scroll, et du coup c'est encore OBS qui fait des bêtises. Donc restez là, hop, merci de m'avoir prévenu. On va espérer que ça ne le refasse pas très souvent, parce que c'est un peu chiant, j'avoue, de devoir redémarrer la capture. Voilà. En fait, il y a un bouton redémarrer la capture, mais faut que j'aille à chaque fois chercher, c'est un peu chiant. Si je fais ça, je peux modifier après ? Non, en fait, je peux faire ça au pire. Ça marche ? Ouais. Tac. C'est bon, j'ai un bouton facile pour le refaire, ok. Java, Sun Microsystem. Tu fais LOL, mais ils ont beaucoup aidé à plein de choses, Gouldo. Hein. Sans eux, on n'aurait pas de JavaScript. Bon, certains diraient que ça serait mieux, mais voilà, je continue de dire que c'est pas si mal. À ce moment-là, la cohérence avec Java primait sur une refonte fondamentale du modèle temporel, du modèle des temps, etc. C'était un compromis pragmatique, le web était encore jeune et la plupart des applications utilisant JavaScript seraient simples, du moins au départ. Et on rappelle, hein, JavaScript créé en 10 jours, ce qui est assez fou. Le web a grandi, c'est clairement pas... Ah oui, date, du coup il sait pas traduire. Le web a grandi, les dates, elles, sont restées les mêmes. Dans les années 2010, JavaScript alimentait les systèmes bancaires, les plateformes de trading, les outils collaboratifs et d'autres systèmes complexes fonctionnant dans tous les fuseaux horaires du monde. La gestion des dates était devenue un véritable casse-tête pour les développeurs, notamment au niveau de la mutabilité. Il arrivait souvent que les développeurs écrivent des fonctions d'assistant, des fonctions utilitaires, qui modifiaient accidentellement l'objet de date d'origine alors qu'elles souhaitaient en renvoyer le contenu. Donc là on a un exemple, vous voyez ici. Donc on fait une date, ok. Donc là, si on essaie de regarder son contenu, on a une date, le 25 février 2026. Et imaginons qu'on a une fonction qui fait add one day sur cette date. Et là, on fait dès cette date, je rajoute 1. Et donc on se dit, bon, bah si je fais add one day à date, ça retourne la date, vous voyez, c'est return day, voilà. Mais en fait, non, ça modifie l'original. Un enfer. Et globalement, ça complexifie énormément de choses. Voilà. De la même manière, si vous prenez une date, comme le 31 janvier 2026, et que vous mettiez, ah bah attendez, je prends le mois et je fais plus 1. Je veux rajouter un mois. En fait, vu qu'il n'y a pas de manière d'exprimer rajouter un mois, et que tu dis juste non mais je vais prendre le mois et je vais rajouter 1, vu que ce sera le 31 février, qui n'existe pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Ah non, mais je vais te faire l'équivalent », donc le 2 mars. Des bugs comme ça, il y en a des centaines. C'est vraiment la fête du slip. De la même manière, il y a des problèmes d'analyse ambiguë, c'est-à-dire que si tu donnes une date qui n'a pas de timestamp, enfin pas de time zone, pardon, en fait, c'est pas très clair ce qui est censé se passer. Comme ils le disent là, comme il le dit, pardon, c'est une seule personne. Dans cet exemple, la chaîne est similaire mais non identique à la norme ISO 8601. Historiquement, le comportement des navigateurs face à des chaînes presque ISO n'était pas défini. Entre temps, on a quand même essayé de trouver une spécification, mais bon. Certains les interprétaient comme leur local, d'autres comme leur UTC, et un navigateur les considérait comme une entrée carrément invalide. Il y a encore beaucoup à dire, mais l'essentiel est que, en gros, la gestion des dates était un véritable casse-tête pour les développeurs JavaScript au cours des 3 dernières décennies. Et quand on voit dans le... Ça, c'est un extrait du State of JavaScript. En fait, les dates, c'est le deuxième plus gros problème qu'il y avait, quoi. Oui, Gouldo, Oracle est un enfer, je suis assez d'accord. Alors, du coup, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des bibliothèques. L'écosystème web n'a eu d'autre choix que de pallier les lacunes de Date par l'ajout de le biais de bibliothèques. L'essor fulgurant de ces bibliothèques est illustré ci-dessous. Donc là, on voit que voilà, c'est wouhou, une énorme augmentation. Évidemment, la capture s'est arrêtée. Hop, on redémarre la capture. Donc là, vous voyez ici une très grande augmentation de la quantité de téléchargement de Moment, par exemple. Qui est en bleu ici. Moment.js a ouvert la voie grâce à une API expressive, ses capacités d'analyse syntaxique et son immutabilité indispensable. Créé en 2011, donc il y a 15 ans, oui, 15 ans déjà,
Moment.js est rapidement devenu la norme de facto pour la manipulation des dates et des heures en JavaScript. Le problème est bel et bien résolu. Il suffirait que chacun se procure une copie de Moment.js et le tour est joué. Sauf que du coup, l'adoption généralisée de Moment.js et d'autres bibliothèques similaires a engendré son lot de problèmes. L'ajout de cette bibliothèque entraînait une augmentation de la taille du bundle, donc de tout le JavaScript qu'on filait à chaque page, car elle devait être distribuée avec ses propres informations de localisation dans le sens traduction. C'est-à-dire qu'il y avait des mécaniques pour traduire, mais du coup, il fallait à chaque fois renvoyer lundi, mardi, mercredi dans chacune des langues. C'est un gros boulot. Et il donnait des fuseaux horaires aussi issus d'une base de données. Donc, c'est quand même beaucoup de JavaScript qu'on est obligé de s'envoyer, alors que le navigateur pourrait faire ce boulot. Malgré l'utilisation de minifieurs, de compilateurs et d'outils d'analyse statique, il était impossible d'éliminer complètement ces données supplémentaires, car la plupart des développeurs ignorent à l'avance les paramètres régionaux et les fuseaux horaires dont ils auront besoin. Tu peux pas facilement enlever ce que tu sais pas dont tu auras besoin ou non. Par prudence, la majorité des utilisateurs ont donc intégré l'ensemble des données et les ont transmises à leurs utilisateurs. Maggie Johnson Pint, qui avait été responsable de la maintenance de Moment.js pendant plusieurs années, était habituée aux demandes concernant la taille du paquet. Enfin, le fait que c'était trop gros, quoi. Nous en étions arrivés au point où la maintenance, notamment la gestion des modules, de Webpack et des exigences d'immutabilité liées à React, était plus importante que le développement de nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr, les gens ne cessaient de parler de la taille de Moment.js. En 2017, Maggie, donc qui s'occupe de Moment.js, a décidé qu'il était temps d'harmoniser les dates et les heures en soumettant une proposition. Alors, proposition de calendrier, c'est... une proposition temporale pour la séance plénière de TC39 de cette année-là, donc 2017. Cette proposition a suscité un vif enthousiasme et a été examinée en première étape, en stage 1. La première étape a constitué un jalon important, donc le stage 1, mais le chemin était encore long. Après l'élan initial, la progression a naturellement ralenti. Maggie et Matt pilotaient le projet aux côtés de Brian Terlson, tout en assumant leurs autres responsabilités au sein de Microsoft, parce qu'ils étaient chez Microsoft. Temporal était encore assez balbutiement, et une grande partie du travail immédiat était peu attrayante. Il fallait recueillir tous les besoins, clarifier la sémantique et traduire les difficultés rencontrées par l'écosystème en une conception parfaitement exploitable. Sauf que chez Bloomberg, dont est l'auteur de cet article, cette douleur n'était pas du tout théorique. Nous utilisons JavaScript à grande échelle dans le terminal Bloomberg, grâce à des moteurs et des environnements d'exécution sous-jacents tels que Chromium, Node.js et SpiderMonkey. SpiderMonkey, c'est le moteur JS de Firefox. Nos utilisateurs, ainsi que les marchés financiers sur lesquels ils investissent, sont répartis sur tous les fuseaux horaires. Nous échangeons constamment des eurodatage, donc des timestamps, entre les services, vers le stockage, dans l'interface utilisateur, et entre les systèmes qui doivent tous s'accorder sur la définition de l'heure actuelle, même lorsque les gouvernements modifient les règles relatives à l'heure d'été et l'heure d'hiver avec un préavis très court. C'est déjà arrivé, ouais. Donc, des fois, c'est pas du tout anecdotique. De plus, nous avions des exigences pour lesquelles le modèle de date intégré avec JavaScript par défaut n'était pas du tout conçu. Un fuseau horaire configuré par l'utilisateur qui n'était pas le fuseau horaire de la machine. Il n'y a pas vraiment de mécanique aisée pour le faire proprement avec les mécaniques qu'on a aujourd'hui avec date. De pouvoir corriger à la volée les fuseaux horaires de manière propre. Et puis des eurodatages de haute précision à la nanoseconde sans devoir le rajouter en plus, quoi. Parallèlement à la présentation de Temporal par Maggie dans le TC39, Andrew Paprocki, qui est ingénieur chez Bloomberg, discutait avec Igalia, donc les fameux gentils mercenaires qui sont chauds pour aller modifier les trucs dans tous les navigateurs s'il y a besoin, de la possibilité de configurer les fuseaux horaires dans V8. V8, c'est le moteur de Chrome. Le moteur JavaScript de Chrome. Plus précisément, ils ont évoqué l'introduction d'une couche d'indirection permettant à un intégrateur de contrôler le fuseau horaire perçu au lieu de se fier à celui par défaut du système d'exploitation. Au cours de cette conversation, Daniel Ehrenberg, qui était alors chez Igalia, a attiré l'attention d'Andrew sur les premiers travaux concernant Temporal, car il présentait une ressemblance frappante avec les types de dates et d'heures sémantiques existants chez Bloomberg. Donc c'est ce qui a permis, c'est ce qu'il explique juste après. Cet échange a permis de jeter les bases d'un dialogue entre les besoins de production de Bloomberg. Je redémarre la capture, c'est insupportable. Cet échange a permis de jeter les bases d'un dialogue entre les besoins de production de Bloomberg, l'expertise d'Igalia en matière de navigateur et de standard, et l'orientation émergente de Temporal. Au cours des années suivantes, donc on parle de 2008, 2009, etc.,
Bloomberg s'est associé à Igalia, notamment grâce à un soutien financier continu, et a investi du temps d'ingénierie directement dans le développement de Temporal, donc dans les différents navigateurs, jusqu'à ce que l'ensemble de l'écosystème puisse se déployer. Andrew recherchait des volontaires au sein de Bloomberg pour contribuer à l'avancement de Temporal, et Philip Dunkel s'est porté volontaire pour être le référent technique. Aux côtés d'Andrew, il a contribué à convaincre Bloomberg d'investir dans la concrétisation de Temporal, notamment en renforçant son partenariat avec Igalia. Ce soutien a permis d'intégrer Philippe Chimento et Ujwal Sharma, désolé pour les prononcer, je les écorche, comme référent Temporal à temps plein, apportant ainsi au projet l'attention quotidienne nécessaire à sa progression. Shankar a rejoint l'équipe champion, représentant l'équipe internationalisation de Google, donc plutôt côté Chrome, parce qu'on avait vu que c'était très V8 jusqu'à maintenant, donc le moteur JavaScript, mais en fait il y a aussi ce qui apparaît au-dessus, ce qui se plug dessus. Il a apporté l'expertise nécessaire sur les sujets d'internationalisation, donc la traduction des différents éléments, tels que les calendriers, parce qu'il y a des calendriers qui ne sont pas grégoriens, donc c'est important de les prendre en compte. Et a également assuré la liaison entre le processus de normalisation et les utilisateurs rencontrant des difficultés avec les outils liés à l'API d'internationalisation de JavaScript, donc INTL, notamment en matière de formatage, de fuseau horaire et de calendrier. En vrai, c'est un gros boulot, parce qu'il faut s'assurer que tout le monde soit raccord, quoi. Enfin, Justin Grant a rejoint l'équipe Temporal en 2020 en tant que bénévole. Alors ça, c'est ouf, vous allez voir. Après 10 ans passés dans 3 startups gérant des données horodatées, il avait constaté que les équipes d'ingénierie gaspillaient des milliers d'heures à corriger des erreurs de date, d'heures et de fuseau horaire. Son expertise nous a permis de concentrer sur des cas d'utilisation concrets, d'anticiper les erreurs de développeurs et de garantir que Temporal propose une temporal.zoneDateTime, une API comme ça, pour éliminer définitivement les problèmes liés à l'heure d'été. Et donc, parmi les personnes méritant une mention honorable qui ne figurent pas sur cette liste, donc il y a Daniel Ehrenberg, Adam Shaw et Kevin Ness. Donc là, il y a une liste totale, quoi. Alors à quoi ça ressemble du coup le fameux Temporal ? Je vous ai beaucoup parlé de comment c'est arrivé, et c'est important d'expliquer, voilà, c'est un des utilisateurs clés Bloomberg qui a pas mal financé les développements pour que ça arrive, mais il y avait eu des besoins en amont, notamment la personne qui avait fait, qui avait mené la principale bibliothèque était Momon.js, donc c'est pas de nulle part, vous voyez, c'est très collégial, mais avec des financements des entreprises concernées. Donc, Temporal est un objet d'espace de nom de premier niveau. Donc, c'est comme math, vous savez, vous pouvez faire math.parseInt ou intl.datetime_formatter machin, qui existe dans une portée globale. Donc, vous l'avez toujours accès à Temporal. Temporal est toujours disponible, à partir du moment où le moteur le supporte, évidemment. Il contient des types sous la forme de constructeurs, donc new quelque chose. Les développeurs sont censés utiliser le type dont ils ont besoin lorsqu'ils utilisent l'API. Par exemple, temporal.plainDateTime. Voici les types de produits, les types qui sont dans Temporal. Donc il y a Temporal Zoned Datetime, qui est ce qui est recommandé. En gros, si vous avez besoin de créer une date, la plupart du temps, c'est Zoned Datetime. Zoned Datetime, c'est un peu un instant, c'est un moment. Donc comme il dit, c'est le remplacement conceptuel le plus proche de date qu'on avait avant, mais sans de quoi se tirer une balle dans le pied. Donc une date donc le date historique de JS, ça représente un instant précis dans le temps en millisecondes depuis l'époque Unix, donc depuis 1970, interprété selon le fuseau horaire actuel de la machine, donc ça c'est un peu casse-gueule, et avec un comportement implicite et mutable. Donc vous avez un peu une moving target. Alors que Temporal Zone Datetime, c'est un moment précis dans le temps, avec un fuseau horaire explicite, avec un calendrier explicite, donc grégorien la plupart du temps, on va pas se mentir, une prise en compte de l'heure d'été et l'heure d'hiver, et dans une valeur immutable. Donc voilà, LSND c'est le même mais sans la partie fun, voilà c'est ça, c'est le même, c'est ça mais ça marche. Donc avant on faisait new date, mais en fait maintenant, pour dire on veut maintenant, c'est beaucoup plus explicite, c'est temporal.now.zoneDateTime_ISO. Et du coup... il y a un voisin qui est en train de fermer son volet, je sais pas si vous l'entendez, c'est ça ce bruit bizarre pour l'anecdote. Et donc ça permet d'avoir now, le temps de maintenant. L'exemple ci-dessus donc, utilise l'espace de nom now qui vous donne un type déjà défini sur votre heure locale et fuseau horaire actuel. Ce type est optimisé pour les dites datetime qui peuvent nécessiter des calculs de date ou d'heure où le passage à l'heure d'été pourrait potentiellement poser problème. Zone Datetime peut prendre en compte ces transitions lors de toute addition ou soustraction de date. Par exemple, on a un exemple. On est le 29 mars 2026, enfin dans cet exemple, on l'est pas aujourd'hui, et il est minuit 30.
à Londres. Si on ajoute 1 heure, on est censé être 2h30 parce que l'heure entre 1 heure et 2 heures n'existe pas à Londres ce jour-là, parce que c'est le changement d'heure. Donc on est avant, on fait add 1 hour, enfin c'est vachement clair comme API, c'est add hours 1, enfin c'est vraiment méga clair. Et évidemment la capture répétée, on a que ça à faire, évidemment, changer la capture. Donc comme vous voyez, add heure 1 hour, et donc on a pile ce qu'il faut. Voilà, ça fait ce qu'il faut. C'est quand même pratique. Dans cet exemple, nous atterrissons pas à l'endroit indiqué 1h30, mais 2h30, parce que 1h30 n'existe pas à cet endroit-là. Si on veut plutôt un temps machine, on a temporal instant, qu'il s'agit d'un instant précis sans fuseau horaire, sans heure d'été, sans calendrier. C'est juste le temps écoulé depuis le 1er janvier 1970 comme avant. Donc, voilà. Contrairement à Date, qui possède un modèle très similaire, Instant est mesuré en nanosecondes, en nanosecondes plutôt qu'en millisecondes. Et c'est un choix qui a été fait, même si techniquement le navigateur va toujours lisser les dates si vous faites un now par exemple. Vous n'aurez jamais exactement le bon nombre de nanosecondes pour des raisons de sécurité. C'est pour éviter l'usage de, vous savez, on a eu plusieurs failles qui se basaient sur mesurer combien de temps font certaines choses. Donc il y a du flou volontaire pour éviter que vous puissiez utiliser ça. Mais bon, pour la plupart du temps, c'est pas un sujet. Donc par exemple, si on fait temporalinstant.from avec une date en ISO, je ne sais jamais quelle, mais en date ISO, bah après on peut le manipuler et on peut changer, on peut le retransformer en zone datetime ISO, mais dans une certaine time zone par exemple. Ces instants peuvent être créés puis convertis en différents formats de données, voilà ce que j'indique en haut, voilà. Et l'idée c'est de stocker plutôt seulement des instants avec des fuseaux horaires à côté ou pas selon les besoins. Et enfin voilà, il y a temporal, point, donc c'est écrit temporel parce qu'il le traduit, alors il faut pas. Plain date, plain time, plain date time, plain year month, plain month year, day. En gros, vous avez les différents bouts de date, je vais pas vous lire tout, mais en gros vous avez les différents bouts de date si vous avez besoin de stocker des bouts de date. Alors ça peut sembler abscon, mais en fait c'est utile quand par exemple vous dites je veux que quelque chose se passe tous les 3 août, et vous les stockez dans votre système, c'est les 3 août, pas 3 août d'une année et on oublie l'année, non c'est les 3 août. Et du coup quand vous manipulez, vous manipulez les 3 août, c'est ça l'idée. Ou plain date, c'est le 11 mars 2026, là dans l'exemple, mais c'est le 11 mars 2026, quel que soit potentiellement les changements de calendrier qui pourraient arriver. Voilà. Et enfin, ça gère les calendriers qui sont pas les calendriers grégoriens. Donc, je sais pas si ici il y a des gens qui ont utilisé le calendrier hébreu, ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Donc il y a la gestion de ça. Et en vrai, c'est pas inutile parce qu'il faut pas être europanéocentré ou américano-centré. Enfin, il faut aussi prendre en compte les autres calendriers. Donc ça les gère, ce qui est assez cool. Et là, ça montre un exemple. Bon, c'est pas fascinant, mais voilà. Et enfin, il y a Duration. Et Duration, c'est super parce que ça permet d'avoir une structure, une classe qui vous permet de gérer les durées facilement, de facilement passer de minutes en secondes. Voilà, c'est vraiment pratique. Voilà. Est-ce que ça prend en charge le calendrier révolutionnaire ? Non, parce qu'il n'est pas dans Unicode. Mais ce serait très marrant. Et surtout, il n'est pas très bien défini. Il y a plusieurs interprétations, je crois, du calendrier révolutionnaire. Ah bah oui, par exemple, typiquement pour le ramadan, ça peut être chouette, ouais. Donc voilà, ça peut être pratique. Et donc, la mise en œuvre, l'implémentation de Temporal, ça a été un gros sujet. L'implémentation de Temporal a représenté un véritable défi. Il s'agit d'une proposition d'envergure qui ajoute à JavaScript plus de changements que toute autre proposition dans l'histoire de JavaScript. Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer une spécification gigantesque qui est plus volumineuse que l'ensemble de la norme liée à l'internationalisation de JavaScript. C'est fou hein, quand même. Ça a rendu une mise en œuvre difficile mais pas impossible pour une seule personne. La volatilité de la spécification a rendu son évolution difficile. Les modifications ont été apportées à la spécification au fil des ans, donc vous avez vu, hein, depuis 2017 jusqu'à maintenant, il y a quand même pas mal de mouvements, ce qui a rendu les implémentations difficiles à suivre. Et enfin, les navigateurs exigent que presque tous ces aspects soient efficaces et performants, parce que vous ne voulez pas commencer à faire ramer votre navigateur de fou, parce que ça n'a pas été pris en compte.
Et Temporal est donc la plus grande nouveauté d'ECMAScript depuis ES 2015. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu un truc aussi énorme. Et alors vous allez voir, c'est ça qui est fou. Je disais c'était fou d'une personne, mais non, c'est là que je voulais dire que c'était fou. Si Firefox a pu implémenter Temporal conformément aux spécifications, grâce au travail remarquable de quasiment une personne, c'est André Bargoul. C'est délirant. Tous les navigateurs et moteurs n'étaient pas compatibles avec Temporal lors de ses premières phases de développement. De ce fait, un travail important de rattrapage a été nécessaire vers la fin de la phase 3. Donc la stage 3, dont on parlait tout à l'heure, l'étape 3. De par le nombre de tests ajoutés à la suite de tests officiels d'ECMAScript, la fameuse test 262, Temporal est l'ajout le plus important à la spécification ECMAScript. Temporal compte aujourd'hui environ 4500 tests, un nombre élevé par rapport à d'autres fonctions intégrées comme date par le passé. Regardez, date c'est 594, pardon. String c'est 1208, alors on se dit il y a quand même pas mal de choses dans les chaînes de caractères. Temporal 4496. Bonjour. Ça va être dur de pas dire tempo quiz quand tu dis commence par tempo. Ouais, ça va, je m'en sors. Dans la séance plénière de juin 2024, l'équipe d'internationalisation de Google et Boa, qui est un moteur Rust de JavaScript, ont décidé de collaborer à l'implémentation de Temporal et de développer une bibliothèque Rust compatible avec les deux moteurs. Cette bibliothèque, appelée Temporal RS, a vu son développement s'accélérer en 2024 et 2025 grâce aux contributions de plein de gens et d'étudiants de l'université de Bergen. Aujourd'hui, Temporal RS réussit tous les tests avec succès et est compatible avec d'autres moteurs que V8 et Boa. C'est quand même très très cool. Ouais. C'est assez inhabituel, voire sans précédent, quasiment, que plusieurs moteurs collaborent à une bibliothèque partagée pour implémenter une proposition de TC39, donc d'évolution de JavaScript. Non seulement ça a fonctionné, mais ça a été un succès immense. Ça veut dire que grâce à Temporal RS, on a une barrière réduite, c'est-à-dire que des étudiants du code et d'autres collaborateurs n'ont pas besoin de comprendre le code source de V8 entier ou de Boa pour pouvoir contribuer à maintenir la bibliothèque. Et ça permet aussi de plus facilement maintenir sur Temporal RS, même si maintenant ça a atteint l'étape 4, en fait il va y avoir d'autres choses à maintenir, ce sera plus simple, vu que ce sera scopé à cette bibliothèque-là. Et puis Temporal RS, c'est une bibliothèque qui a eu donc Clippy et RustFMT, etc. pour avoir le fait que ce soit le plus propre. Et Assetty souligne comme le travail collaboratif qui aurait pu et va être fait pour JPEG XL Assetty. Et Firefox et Chrome vont utiliser la même lib. Et Apple a décidé de faire autrement, mais c'est aussi bien. Enfin, c'est bien aussi qu'il y ait plusieurs implémentations. C'est vraiment une bonne chose. Donc il y aura 2 implémentations, ou peut-être pas, peut-être qu'au bout d'un moment Safari va aussi passer sur JPEG XLRS, mais voilà. Donc ça va aussi se passer pour JPEG XL, mais c'est pas la même chose. Ça, là, il parlait de d'autres trucs JavaScript, c'est pas JavaScript, donc c'est pour ça qu'il l'évoque pas. Expédié et standardisé. Oui, shipped and standard. Oui, c'est en production et c'est standardisé désormais. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc ce jour-là, c'était il y a quelques jours. C'est bon, c'est standardisé. Ça fait partie désormais de JavaScript, enfin de ESScript, ES 2026. On rappelle, ECMAScript, c'est la version sans la marque Java dedans. ECMAScript 2026. Et ça, c'est quand même très très cool. Et on peut l'utiliser dès aujourd'hui, puisque c'est shippé dans Firefox 139, dans Chrome 144, dans Edge 144, bon, c'est la même chose, dans TypeScript 6, TypeScript 6 qui est écrit bêta mais qui est arrivé en prod depuis. Dans Safari, dans une version temporaire, mais ça va bientôt arriver dans Safari, on pense, dans Safari principal. Et normalement, devrait arriver dans Node.js 26. C'est quand même très 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 cool. Alors il reste des trucs encore à Temporal, liés à Temporal. Notamment le fait de l'intégrer dans les sélecteurs de date. Je vais un peu plus vite parce que je veux pas qu'on fasse que ça de la discussion, mais du coup, ce serait bien d'avoir des input date, input time, etc. On puisse avoir value as plain time, value as plain date, par exemple, ce serait cool. Voire avoir des événements enfin des inputs qui permettent d'avoir des mois entiers ou des semaines entières, ça serait cool. D'avoir une gestion pour certains trucs, certaines API, notamment de quoi pour les cookies, etc. De pouvoir utiliser directement des temporals, ce serait cool. Alors qu'aujourd'hui, voilà, on est obligé de faire des époques millisecondes ou des machins comme ça. Et puis,
Et puis voilà, donc il y a plein de choses quand même qui vont se rajouter. Et enfin voilà, ça termine sur le fait que c'est chouette quand même qu'on arrive à... Ah évidemment, il n'y a pas la capture. Hop. C'est quand même chouette qu'on arrive à faire que tous les... C'est terrible Gouldo à rappeler ça. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se plantent que... Voilà. JavaScript s'améliore parce que plein de mondes différents qui ont des points de vue différents et des enjeux différents arrivent à se mettre d'accord pour améliorer le quotidien de millions de développeurs et de développeuses. Et ça c'est cool. Et on va tout ça pour pouvoir éviter de devoir ship moment.js partout. Et bah c'est quand même très très cool. C'est ce que je voulais vous dire concernant Temporal, qui est quand même quelque chose d'assez chouette. Et donc, la prochaine fois que vous utiliserez des dates en JavaScript, dites-vous, est-ce que je peux utiliser Temporal ? Alors peut-être pas tout de suite, comme vous avez vu, pour Safari c'est compliqué, mais c'est cool. Et c'est cool aussi de montrer que voilà, y a des gens chez Bloomberg qui vont financer tout ça. C'est cool aussi d'en parler un peu. Est-ce que ce serait pas l'occasion de regarder où est-ce qu'on en est d'Interop ? Parce que moi j'aime bien regarder Interop 2026. Est-ce que ça s'est amélioré depuis la dernière fois ? Est-ce que ça monte un peu ? Donc, vous savez, Interop c'est le travail qui est fait par les différentes équipes de navigateurs pour avancer en commun, enfin sur des objectifs communs, pour améliorer la compatibilité entre les différentes choses. Et la réponse est oui. On a eu une amélioration, puisque la dernière fois qu'on avait regardé ça, c'était il y a un mois. Donc on était mi-février, et on voit que c'est un peu augmenté. Chrome, c'est un peu augmenté. Safari a un peu augmenté aussi. Enfin, je crois que ça a pas mal augmenté, parce qu'on est passé de 49 à 54. Mais Interop, par contre, est resté relativement stable. Interop, on rappelle, c'est le plus petit dénominateur commun des tests qui passent chez tout le monde. Voilà. C'est important, en vrai, de regarder ça de temps en temps. De quoi je voulais vous parler d'autre ? Ah oui, on va avoir un petit moment discussion sur les retours que j'ai eus sur lundi.dev. Vous savez, lundi.dev, c'est super. La capture a encore arrêté de faire son job. Lundi.dev, c'est certes ces petits streams-là, mais c'est aussi une newsletter. Abonnez-vous. Et j'ai notamment parlé d'un truc, en étant un peu angoissé de savoir si ça crée une shitstorm ou pas. Est-ce que être anti-IA, c'est un peu être une sorte de vegan numérique ? Eh ben, agréablement surpris de voir que, ça a été plutôt bien reçu. Les gens ont compris ma démarche. Moi, je mange un petit peu de tout parce que j'ai faim. Désolé aux misophones. Désolé pour les misophones. Il y a eu j'ai eu pas mal de retours. Je dirais bien 4, 5, 6. Alors ça peut sembler pas beaucoup, mais en vrai c'est un effort quand même de faire répondre ou de me contacter et tout pour en parler. Moi j'ai trouvé ça très chouette. J'ai eu l'occasion de m'appuyer un peu dessus pour discuter avec des gens IRL. En gros la thèse, si vous avez pas lu rapidement, c'est que vous pouvez être anti-IA et c'est ok. Parce que y a beaucoup de gens qui sont... LSN, on en parle dans un instant parce qu'effectivement c'est intéressant, mais je trouve que c'est important d'accepter que des gens puissent, pour des raisons éthiques ou environnementales, etc., ne pas participer à quelque chose. Et ici, j'aimerais que les gens arrêtent de se dire, les gens qui sont anti-IA, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Genre le fameux argument pédagogique qui me saoule. Ou parce qu'ils pensent que ils sont à la ramasse, etc. Non, en fait, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'utiliser les différents IA telles qu'elles existent aujourd'hui, les IA génératives. Et c'est pas forcément quelque chose que vous pourrez facilement... Enfin, vous pouvez pas facilement arriver en disant « Non, mais regarde, telle alternative, tu seras OK avec ça. » Et notamment, je fais une comparaison, alors qui est un peu osée, mais bon, je la mets dans le contexte, de l'équivalent des images d'abattoirs horribles qui font que des gens deviennent végétariens ou véganes. Bah, ça peut être aussi simplement les artistes qui expliquent leur peine et la destruction de leur art
par soit des LLM, mais surtout par des générateurs d'images. Et donc après, quand t'arrives, ce que j'explique avec un LLM souverain élevé en plein air, bas carbone, nourri avec des données bio, avec amour et dans le respect du bien-être synthétique, bah en fait, on te bat les couilles. Enfin, genre, quand t'es devenu anti-IA, tu vas pas faire une petite exception pour ton truc, quoi. À un moment, non, tu contribues, en plus on te dira que tu contribues à des mécaniques qui sont annexes, enfin, qui sont connexes à des initiatives fascistes, ou en tout cas, voilà. Voilà. Et ça, en vrai, moi je souscris pas forcément à cet argument, je ne suis pas forcément vegan numérique, c'est ça que je dis, mais je le respecte énormément. Et j'en ai marre que les gens se disent que c'est des gens qu'il faut convaincre. Enfin, qu'il faut convaincre, ça me choque pas comme une discussion. Mais en fait, il y a un truc de accepter en fait qu'il y a des gens, ils sont pas ok pour ça, quoi. Et certes, et donc c'est pour ça que je fais la comparaison avec les fameuses comment on dit, affiches dans le métro pour le flexitarien, etc. Voilà, mais fondamentalement, je trouve que c'est enfin, laisser les gens avoir leurs avis quand ils sont construits sur ces choses-là. Alors moi j'aimerais aussi que l'inverse soit correct, c'est-à-dire ne partez pas du principe que parce que quelqu'un utilise un LLM c'est un fasciste. Parce que ça je trouve que c'est un trait qui est fait rapidement, de la même manière que je pense pas que parce que vous êtes vegan, vous pensez que toutes les personnes qui mangent de la viande sont des tortionnaires d'animaux, même si peut-être qu'ils le sont, mais les gens font pas forcément ce lien immédiatement, et tout cela nécessite, je dirais, de la nuance. Mais voilà, je trouve qu'il y a un lien intéressant à faire là-dessus, et c'était une bonne phase de l'autre pièce de toutes les discussions qu'on a eues sur le harcèlement avec des guillemets, mais en tout cas les réactions très étranges qu'il y a eu à un moment où il y avait eu des listes qui commençaient à être faites des développeurs qui utilisaient de l'IA, bon, voilà. Et du coup ça avait fait une sorte de contre-harcèlement, un shit show terrible. Mais par contre voilà, LSN je suis assez d'accord avec toi, à partir du moment où les gens font @grok, est-ce que c'est vrai? Bon, à défaut d'être nazi, en tout cas c'est vraiment des couillons, quoi, ça n'a aucun intérêt, ces gens-là ne nous intéressent pas, et voilà. Je les juge. Rien ne vous empêche de juger par contre. Hein. Mais voilà, j'aimerais que les gens soient un peu plus dans l'écoute et tout. Sachant qu'il peut y avoir des discussions intéressantes politiques aussi sur faut-il reprendre en main ces outils-là, à quel point, voilà. C'est une discussion intéressante qu'on va pas pouvoir évoquer dans les 8 minutes qui restent de cette heure-là. Mais voilà. Mais je voulais du coup vous recommander, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, parce que j'en ai pas fait tant la promo quand même sur les réseaux de cet épisode-là. Je trouve que cet épisode de la newsletter est cool. Et par ailleurs, les autres newsletters sont toujours disponibles, c'est chouette. Voilà. Et petite anecdote, parce que j'aime bien aussi parler un peu de ça, je suis en train de porter ce petit site de Nuxt que j'avais utilisé vers Astro. Donc voilà, c'est assez intéressant, j'essaie de changer de techno parce que je trouve que Nuxt est lent pour rien et nul. Et Astro peut-être plus adapté à ma vision que j'avais, donc c'est assez cool. RD Network nous dit: je prends souvent le TGV, je vois de plus en plus de gens lambda qui utilisent GPT pour tout et n'importe quoi pour leur tel ou leur laptop et pas que des techos qui bossent. À partir de là, tu sais que c'est démocratisé. Ouais, j'ai vu quelqu'un IRL utiliser ChatGPT comme Google et ça me rendait fou. Ça, je bouillais intérieurement, je disais mais non, ça n'a pas de sens. Genre, en ouvrant ChatGPT, en écrivant juste un mot-clé. Et je suis en mode, mais non, fais une recherche Google, enfin genre, what? Bon, j'étais pas dans une position pour commencer à expliquer à la personne comment utiliser son ordi, mais j'étais en mode genre, faites pas ça. Voilà, c'était très particulier, j'ai pas compris. D'ailleurs, le mot-clé n'avait pas été compris par ChatGPT, qui dit genre, je comprends pas de quoi tu parles. Donc ouais, c'était très étrange. Donc ouais, en plus, il y a une question de savoir utiliser l'outil. Bon, écoutez, ça va être aussi avec l'évolution de nos sociétés, hein. On n'a pas tous compris dès le début comment utiliser les réseaux sociaux, on n'a pas tous compris dès le début comment utiliser les LM, ou ne pas les utiliser. Donc voilà. Mais ouais, alors RD Network nous souligne aussi avec quelqu'un qui avait une discussion émotionnelle avec son copain et qui demandait des conseils sur quoi écrire à ChatGPT. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est étrange, Aceti qui souligne que vu que la qualité des recherches diminue avec les contenus pourris générés en masse, ça donne envie. Enfin, ça comprend que les gens se servent d'autres choses que des moteurs de recherche. Ouais, et donc utilise les ChatGPT pour ça, quoi. L'illusion que ça marche mieux. Mais je pense que c'est comme tout. Le truc qui m'embête toujours, hein, c'est que même si ça marche maintenant, parce que maintenant ils ont la possibilité de faire des recherches, les agents LLM que vous utilisez,
Je suis toujours un peu embêté d'utiliser un LLM pour recherche de connaissances. C'est pas fait pour vraiment. Enfin, c'est plus utile maintenant. Comme je vous dis, maintenant, ils sont capables d'appeler des recherches. Mais c'est quand même, ça me gêne toujours, quoi. Ah, LSC nous dit qu'il a vu son premier vibe codeur dans l'Intercity il y a quelques jours. Ouais, c'est toujours particulier, quoi. Et Gouldo qui souligne un vrai sujet. Des gens qui passent... Il y a pas mal de gens aussi, tard dans leur carrière, qui sont en mode full LLM. Genre, ah, les LLM, c'est trop bien, machin. Et avec peu de recul, je suis un peu en mode, waouh. Notamment, alors, un autre truc encore, c'est Donald Knuth, qui est... je sais pas comment on dit, Knuth. Lui, là. Donald Knuth. Qui est quelqu'un de très important dans l'informatique quand même, parce que, voilà, il est extrêmement influent. 88 ans quand même, on est quasiment sûr qu'il, hélas, ne terminera pas son incroyable Art of Computer Programming. Qui est quelque chose de fondamental dans la... Ah, évidemment, vous n'avez pas le partage. Donc, ce monsieur, Donald Knuth, qui a la particularité de... Enfin, c'est quelqu'un de clé et qui récemment a expliqué que Claude l'avait aidé à trouver une... créateur de texte, créateur de tellement de trucs, mais t'as raison de le dire, Network. Il utilisait Claude notamment pour trouver des preuves ou les machins, et c'est ça que c'est très perturbant, quoi. C'est genre, waouh, ok. C'est vraiment utilisé de manière différente, c'est pour ça que c'est pas facile de juste se dire, ah, les gens qui utilisent des LM, c'est que des cons. Bah non, en fait, il y a des gens assez calés, et franchement, c'est un peu présomptueux de notre part de dire qu'ils comprennent pas les enjeux, ou voilà, c'est juste qu'ils ont des choix différents, en fait. Des choix différents. Et voilà. Et tu disais un truc, LSN, tout à l'heure, et que je voulais pas oublier sur... ouais, straight edge. En fait, il y a un vrai sujet de... Voilà, blog entre vegan et libriste, il y a un peu ce sujet là aussi. Il y a des gens qui sont extrêmement vénères sur je ne veux utiliser que des logiciels libres, et si c'est pas un logiciel libre, ça me gêne, machin, mais un peu pour une raison similaire. Alors, je trouve que c'est un peu moins fort, enfin, c'est un peu... En fait, je vois le côté traumatisant, le terme est trop fort, hein, mais traumatisant d'entendre tes artistes souffrir, et donc, du coup, ça te radicalise. Sur le librisme, je suis un peu en mode... Enfin, le pragmatisme, quand même, me semble plus accessible. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un cliff qui est moins grand. Mais oui, City, par contre, t'as raison de dire, moteur de recherche, vraiment, c'est vraiment chiant à quel point on est pollué par des mauvaises choses, quoi. Moi, j'ai eu un cas d'usage il y a pas longtemps de Gemini qui était intéressant. Parce que quand même, j'ai eu 2 cas d'usage intéressants que je me permets de vous partager pour vous montrer un truc intéressant. Un cas d'usage très pratico-pratique, j'avais un tableau. Bah de toute façon, je suis con, c'est public. Puisque je travaille sur un projet qui est public, donc autant en profiter. Je travaille sur un projet en ce moment qui s'appelle OSRD, qui est un projet super, fait par des gens super. Et il se trouve que... Ah, il me demande de redémarrer Firefox. Alors les amis, je reviens. Hop. Pouf pouf. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Firefox qui t'invite à redémarrer en plein truc. Tu cherches un truc et il te dit redémarre. Ok. Souvent quand il a des mises à jour de sécurité ou des machins comme ça. En gros, mais je vais vous retrouver le truc. C'est marrant de pouvoir parler de ça, mais bon, vu que c'est de l'open source, je peux me le permettre. Je vous donnerai pas tous les détails, mais voilà. Donc sur un projet open source sur lequel je travaille en ce moment, il y avait un sujet de faire un tableau, une image. Attendez, je vous retrouve ça, excusez-moi, restez en ligne. Hein. Restez en ligne. Hop. Auteur signé. Voilà, regardez ça. Hop. J'arrive ici. Hop. Évidemment, la capture est partie. Hop, loin. Alors... En gros, imaginez, pour faire très simple, un cas d'usage où c'est un tableau avec des horaires, et ce tableau d'horaires, il a des... Quand on change une case, ça doit changer un autre truc. Bref. Là-dessus, il n'y a rien de fou. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on m'a donné des cas de test. Et ces cas de test, ils m'ont été donnés dans une image. Et je voulais reprendre cette image et la mettre dans ma PR en anglais et sous forme de Markdown. Et ben, vous savez quoi ? Gemini fait ça super bien.
C'est extrêmement rébarbatif à faire à la main, parce qu'il faudrait à chaque fois réécrire, copier, machin. Il y en a 2 des images comme ça. Je donne à Gemini. Et juste ça fait... Est-ce que je peux montrer comment ça s'est passé? Bon, enfin, après, c'est pas forcément passionnant non plus, on va rester raisonnable. Mais en gros, est-ce que je peux partager? Ouais, partager, je fais un lien. Hop. Voilà. Oui, non, c'est bon. En gros, j'ai donné l'image en entrée. Je lui ai dit, transforme cette image de tableau en tableau Markdown saveur GitHub. Mets en gras les éléments en rouge et en italique les éléments en bleu. Bon, finalement, j'ai rajouté après à la main les petits emojis que vous avez vus. Retourne le résultat dans un bloc Markdown qui soit facile à copier-coller. Et tadam, il m'a fait directement ça. Alors, Syscape a raison, on peut le faire aussi avec l'OCR, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps parce que du coup, j'aurais pas eu vraiment le côté tableau. Alors, est-ce que c'est utiliser un marteau-piqueur pour écraser une mouche? Un peu. Mais je me suis dit, un cas d'usage pertinent. Parce que vraiment, des cas d'usage pertinents des LLM, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Et je me suis dit, c'est pas mal. L'autre truc que j'ai fait, et là, vous allez voir, c'est un peu plus discutable. J'ai discuté avec Kokobé. Alors, vous connaissez Kokobé, un mec super. Et je discutais avec Kokobé, j'espère qu'il m'en voudra pas de partager, je vais pas partager l'intégralité des discussions, mais... Je discutais avec Kokobé en me baladant dans la rue. Et donc il me posait la question et il me disait « au fait, c'est quoi cette affaire de les découvertes qui disparaissent? J'ai vu ça par hasard, c'est étrange, pourquoi ?» Et en fait, je lui ai expliqué pourquoi. Et donc en gros, c'est parce qu'en fait, c'est pas les découvertes qui disparaissent, mais c'est un peu... En gros, la Commission européenne et le Parlement européen ont changé les règles qui concernent la définition des découvertes. Et à cette occasion-là, y a des banques qui en profitent pour fermer des comptes ou des machins comme ça. Et vous voyez le truc que j'ai posé, c'est voici une discussion que je viens d'avoir avec un ami sur Discord. Je suis signé dans cette conversation. Donc oui, j'ai fait une capture d'écran à la ramasse. Là, faut imaginer que tout ça, ça se fait en me baladant, en rentrant tranquillement de, je sais pas pourquoi je disais, oui, en rentrant de mon dépôt de B-Box à la boutique Bouygues Télécom, bref. Et donc je rentre tranquillement. Kokobé me pose des questions, moi j'y réponds. Et en fait, après tout, je me dis. Et à chaque fois, comme souvent, quand je parle de trucs où je suis pas sûr, je lui dis attention, je fais la blague, Stad est un humain, il peut faire des erreurs. Et donc il me dit oui, non mais bon, t'as sans doute une bonne intuition, donc ça me répond bien. Et en fait, je me dis mais putain, c'est une bonne occasion de, si j'envoie un screenshot de ma discussion sur Discord, est-ce que Gemini est capable de me fact-check? Bon, sachant qu'évidemment, c'est un fact-check que j'aurais moi-même fact-checké, tu vois, mais lui dire, est-ce que la manière dont j'ai expliqué, l'intuition que j'avais, est-ce qu'elle est bonne? Et je me suis dit, c'est un bon test parce que, est-ce que juste en mettant la capture d'écran de la discussion que j'ai sur Discord, il est capable de comprendre de quoi parle la discussion, de l'analyser et de me dire, est-ce que c'est cohérent? Après tout, il faut l'occasion de tester. Moi, j'utilise quand même Gemini pour tester, pour voir ce que c'est capable de faire. Et donc, Alessane a quitté du coup le live, comme il explique. Mais je me suis dit, voilà, c'est une bonne manière de tester. Et en vrai... Le résultat est intéressant parce que, alors évidemment, Sycophon 100%, ton intuition et tes déductions est globalement très bonne et particulièrement bien informée. Et en reprenant point par point ce que j'ai dit, en disant ce qui était vrai ou pas. Et je vous avoue, j'ai été assez impressionné parce que pour moi, j'étais pas une évidence qu'il soit capable de lire ce qui est globalement une longue discussion avec plein de trucs dedans, quoi. Voilà, genre les banques traditionnelles également, je montre pas tout. Tu vois, genre des bouts de trucs, de la discussion, quoi. Et il était capable de comprendre ce truc-là. Et voilà. Donc ça, j'avoue que ça m'a assez impressionné aussi. Mais comme j'expliquais d'ailleurs après à Kokobé, je dis moi je vais redonner la réponse de Gemini, entre guillemets comme double fact-check. Mais je lui ai rappelé que peut-être qu'il dit que c'est vrai, mais c'est pas vrai, quoi. C'est toujours la limite avec ces trucs-là, c'est que fondamentalement, évidemment, depuis tout à l'heure je bouge des trucs dans la capture, mais vous le voyez pas parce que voilà, OBS déconne. Mais alors oui, le truc c'est, voici une discussion, est-ce que cette intuition et ma compréhension globale est bonne ou plutôt fausse, et en quoi? Et en vrai, quand tu fais ou plutôt fausse, ça peut l'aider à être critique. Donc il m'a pas juste dit t'as raison, parce que plus bas il dit ce qui est faux ou à nuancer, et m'a expliqué les trucs que j'ai écrits qui étaient plutôt faux, tu vois.
Donc en vrai, non, c'est assez équilibré dans la réponse. Et donc voilà. Et avec un résumé que j'étais censé donner à Kokobé, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il faut lui dire. Pas, n'hallucine pas. Et hop, il y a pas d'erreur. Non mais voilà, je trouve en vrai, j'ai trouvé ça intéressant comme cas de test. Évidemment, je m'appuierai pas à fond dessus. C'est pas l'idée. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que non, c'est merdouille. Ça continue d'avancer. C'est assez impressionnant, quoi. Donc voilà. Donc j'utilise pour des trucs aussi basiques que transformer un markdown en autre chose. Mais enfin, un bout de tableau en un markdown. Mais voilà. Et donc Donald Knott l'utilise pour trouver des preuves. Donc voilà. Donc non, je suis assez, vous le savez, hein, je suis assez critique quand même de tous ces trucs-là. J'arrive pas moi-même à me projeter dedans. Il y a plein de problèmes éthiques qui sont toujours pas réglés et on fait semblant qu'ils sont pas là. Enfin, plein de gens font semblant qu'ils sont pas là. Ça me satisfait pas non plus, soyons très honnête. Mais voilà, j'ai pu tester un peu. Et en gros, je l'utilise principalement que pour tester où est-ce que ça en est, quoi. Et j'en suis à un usage par semaine, un prompt par semaine en ce moment, pour tester un truc parce que j'ai une idée de trucs que je peux tester. Mais voilà, ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Sachant que j'essaie pas de vous convaincre, non, s'il vous plaît, ne me cancellez pas. Non, bah non, j'utilise, hein, donc à partir de ce moment-là, pour plein de gens, c'est mort. Mais voilà, j'essaie de rester au courant. Et j'ai trop peur du fameux effet escalator dont on a déjà parlé. De qu'est-ce qui... de plus utiliser mon cerveau au quotidien, parce que c'est trop facile de demander à une IA, et après, enfin un LLM, et après tu réfléchis plus, quoi. Donc voilà. Je voulais vous faire un sondage là-dessus, mais hélas, le temps ne nous permet pas. LSN qui nous dit: je m'en sers uniquement pour le faire halluciner et montrant ainsi aux gens qu'il est nul. Oui, mais j'espère qu'LSN que tu ne tombes pas dans ce truc bizarre que j'ai vu aussi, où les gens sélectionnent tous les cas où ça marche pas en disant regardez ça marche pas, alors que il y a plein de cas où ça marche, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a autant il y a des gens qui sont très capables de se mettre des comment dire, des vous savez ce qu'ont les chevaux là? Pas des lorgnières, putain, j'arrive plus à trouver mes mots, je suis fatigué ce soir. Des œillères, merci beaucoup. Des œillères, et font semblant de ne voir que ce qui est bien. Faut pas non plus tomber dans l'inverse et ne voir que ce qui va pas. Je suis pas en train de vous dire il y a des trucs super, mais j'aime pas les gens qui disent regardez ce super puzzle, il arrive pas à le résoudre, alors que moi à chaque fois que je le teste, il le résout, donc je suis un peu voilà. C'est quelque chose. Voilà. Bon les amis, comme je l'ai dit, à peu près 1 heure, on est à peu près sur 1 heure. C'est forcément un peu court, on a au final évoqué qu'un article, habituellement on fait beaucoup plus que ça. Mais l'idée c'est de discuter un peu des différentes choses. La prochaine fois je pense qu'on fera un petit peu plus long, on fera 1h30. Et je sais pas si je ferai du coup à nouveau la lecture d'un article. Moi j'aime bien le faire, mais effectivement sur un truc aussi court c'est un peu gênant. Je lui fais compter les R dans Strawberry avec passion, et voilà. Bon, ça maintenant normalement il y arrive, hein. Mais ouais. Je pense en vrai qu'on va s'arrêter là, les amis. Je vous invite vraiment pour le mois qui arrive à bien vous inscrire à la newsletter, parce que c'est là où il y a un truc intéressant que je vais faire. Comme je vous dis, il n'y aura pas de stream dans 2 semaines parce que je serai à AtmosphereConf. J'en parlerai sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Blue Sky, @signé.fr évidemment, ou @signé @mastodon.social. Pour être au courant de la date exacte et de pouvoir suivre en direct le stream, de me voir parler dans un anglais nickel, non ça va être terrible, mais de me voir parler en anglais face à tout un public, de la traduction de Blue Sky en français, avec des blagues, c'est ça l'idée. Ça dure une petite demi-heure et ça va être chouette. LSN, je lis effectivement ce que tu dis, t'as raison de souligner tous les cas d'hallucination. Il faut pas s'appuyer dessus aveuglément. On n'a pas pu parler de casier politique, mais ça c'était encore un sacré délire. Mais ouais, les amis, j'essaye de rester raisonnable et de pas trop enchaîner et une journée de boulot et un trop long stream, parce que vraiment je vais m'effondrer, c'est pas une bonne chose. Mais voilà, évidemment vous retrouvez ce stream sur ma chaîne YouTube dès ce soir, parce que je le fais dans la foulée.
Et j'espère pouvoir faire des vrais streams complets en avril. Puisque le prochain stream est donc dans longtemps, dans un mois. Mais là, j'espère qu'on va pouvoir enchaîner plusieurs streams sympas. Et en attendant, la newsletter et Blue Sky. Voilà. Les amis, je vais faire un raid, une fois n'est pas coutume, parce que j'ai l'occasion de faire un raid, donc je vais faire un raid. Je vais raider Mister JD, parce que moi j'aime bien Mister JD. Je trouve que c'est un gars chouette. Donc on va faire ça. Je sais pas sur quoi. Il est sur GeoGuessr, donc si vous voulez voir quelqu'un qui joue à GeoGuessr, c'est chouette. Est-ce que ça marche? On va essayer ça, lancer le raid. Normalement ça va. Voilà. Les amis, à très bientôt. Et à bien vite. À dans un mois. Ciao. Ah non, oui. Non. Ah non, pardon, il fallait que j'attende 10 secondes. Non, c'est bon, j'ai eu le temps comme de dire au revoir. À bientôt tout le monde, salut. Et à dans un mois et à dans 2 semaines d'un stream depuis Vancouver pour la conf. Ciao. Et il faut que j'appuie sur le bouton.